Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Je serai d'une détermination absolue. Vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ni aux cyniques. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase, ni aux extrêmes. La jeunesse, elle n'est pas que désespérée, il y en a une aussi qui veut bosser. Je suis en train d'essayer de rechercher la chanson qui pourrait caractériser le moment. J'ai également dit que la France, aujourd'hui, L'été indien peut-être. ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Où tu voudras, quand tu voudras. Je le dis depuis plusieurs années. Aux couleurs de l'été indien. Parce que c'est notre projet! Eh ben alors ça, notre projet c'est d'être ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour cette nouvelle émission Poulain sans réserve. On va parler bien sûr du mouvement des agriculteurs, savoir où ils en sont avec Karine Duc, viticultrice et coprésidente du CR, de la coordination rurale dans le 47. On aura ensuite André Laniel pour parler des maires qui en ont marre d'être les boucs émissaires. Lui est maire PS d'Issoudun depuis longtemps et il est vice-président délégué de l'association des maires de France. Et puis on va parler des petites phrases d'Emmanuel Macron. On en a une nouvelle avec les Haïtiens qui sont complètement cons. Ça n'arrête pas. Avec Michel Fils, sociologue et politologue, qui vient de publier un livre, Un président anormal, aux éditions Perspectives Libre. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez nous appeler, réagir, poser vos questions. On se retrouve dans un instant. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invitée pour cette première partie d'émission est Karine Duc, viticultrice et coprésidente de la coordination rurale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, où en est-on de la mobilisation des agriculteurs en cette fin de semaine ? Il y a des points de rassemblement encore un petit peu partout en France. Ça se mobilise, ça se maintient. Nous, pour notre groupe à nous, sur le port de Bassens, on a pris contact hier avec le préfet de région parce qu'on n'avait pas encore eu de coup de fil. On a pris contact, on a compris qu'on allait de toute façon nous déloger assez rapidement. Donc, écoutez, on n'est pas là pour insister plus que cela. Donc, on n'avait pas l'intention de se faire déloger, donc on a décidé ce matin de lever le camp. Parce que de toute façon dans la foulée on allait devoir partir et là on revient sur on a pris l'autoroute, on est escorté par les gendarmes, on revient sur Agen où une mobilisation a été faite ce matin. L'intention à Agen était de bloquer les grandes surfaces, mais il y a un dispositif de sécurité qui est présent sur place. Étant donné qu'il y aurait M. Rousseau sur Agen. Et donc, écoutez, la destination des grandes surfaces sont bloquées également, le palais maître est bloqué également. Donc, écoutez, on va rejoindre le groupe et de toute façon, il y a une journée de mobilisation à Agen qui se maintient et qui est bien présente à cet instant. D'accord, et parce que vous étiez aussi entré dans la préfecture, vous avez été délogé, on a l'impression que la réponse depuis le début de ce mouvement, c'est uniquement une réponse policière. Est-ce que maintenant, vous dites que vous avez pris contact avec le préfet, vous avez le sentiment quand même que vous allez pouvoir être écouté, entendu? Michel Barnier aussi a fait quelques déclarations. Est-ce que ça peut amener à un déblocage ou est-ce que la mobilisation va s'amplifier davantage? Alors, le préfet, l'échange qu'on a eu hier, c'était de région, pas le préfet de département de Lot-et-Garonne. C'est nous qui avons encore une fois pris contact pour essayer d'avoir un échange. Ça c'est très bien qu'à un moment donné, on allait devoir se faire déloger et il fallait que ça se fasse dans les meilleures conditions. Ouais. Donc, c'est notre intention à chaque fois que les échanges se déroulent. Michel Barnier, c'est pareil, c'est parce que mercredi matin, nous avons trouvé son numéro de téléphone, nous avons pu le contacter et donc nous lui avons demandé des engagements devant toute la France pour notamment les sujets des charges et la surtransposition de la réglementation française sur la réglementation européenne. Au Sénat, l'après-midi, il a pris parole effectivement, il a fait un petit discours qui quand même qui n'est pas rien.
On peut pas dire il faut être Oui, mais justement, là, on a quand même quelque chose de l'ordre du discours, des mots, toujours des mots. Depuis janvier, on a l'impression que c'est ce à quoi joue le gouvernement, gagner du temps en faisant des promesses avec à la fois des aides, etc. Sur le Mercosur, qui est quand même au cœur de la mobilisation agricole, on a l'impression qu'en réalité, c'est un jeu de dupes. La France ne peut pas faire grand-chose et c'est l'Europe qui va décider avec des partenaires européens qui, eux, sont plutôt pour ce traité. Est-ce que vous pensez que la France, Michel Barnier, va être solidaire des agriculteurs français et va réussir à infléchir cette position européenne ? Oh ben ça, la question, il faut la poser à lui. Nous, il a fait hier un discours qui n'est pas, on peut pas considérer que ce n'est rien. C'est quand même la voix du Premier ministre, mais de là à dire qu'il va passer aux actes, on n'en est pas du tout assuré. Le gouvernement a une position tout à fait instable, donc on est lucide de ça aussi. Mais les mobilisations se maintiennent. Le siège et les blocages intenses. Pour l'instant, je pense que les mobilisations doivent se faire sur des périodes bien particulières, sur un temps bien stratégique pour pas non plus épuiser les personnes qui sont mobilisées parce qu'ils ont du travail sur leur ferme également et ressortir stratégiquement quand c'est opportun. En tout cas, là, aujourd'hui, on demande à être reçu, bien entendu, par M. Barnier ou Mme Genevard pour concrétiser et passer aux actes véritablement et enchaîner sur du concret. Parce que bon, les paroles, on sait tous, vous et moi, que ça n'engage que celles et ceux qui les tiennent. Oui. La parole d'un agriculteur est valable, la parole d'un politicien l'est beaucoup moins. Écoutez, on espère quand même des solutions. Je ne sais pas si, avec les mobilisations que l'on fait, on arrive à être mobilisé partout et quand on veut et où on le souhaite. Donc, il est important qu'on arrive à maintenir cette pression-là. Ils savent qu'on est capable de tout. Et ils savent très bien que même si aujourd'hui on revient à Agen, on est capable de se déployer de manière forte et on les tient de près. C'est tout. Voilà. À eux de faire le job. Et s'ils ne sont pas capables de faire le job, et malgré tous les discours qu'ils ont pu tenir, écoutez, la France va au chaos, mais c'est eux qui amènent la France au chaos. Je ne veux pas faire ce triste constat aujourd'hui. Je veux pouvoir avancer dans la dynamique et dans les paroles positives qu'ils ont essayé d'avoir auprès des agriculteurs. Écoutez, un sujet après l'autre, avançons, mettons à l'agenda très rapidement et dans la semaine qui arrive des solutions effectives pour les agriculteurs. Mais justement, même si le gouvernement n'a pas destination, n'est pas voué à durer longtemps, ce qui est acté dans l'immédiat, il faut le faire. Ouais, alors, qu'est-ce qui est acté dans l'immédiat ? Quelles sont les solutions que vous voyez ? Puisqu'on a l'impression que là, vous êtes dans une logique de conciliation, d'un pas en avant et chacun va se retrouver au milieu. Quelles sont les solutions là immédiates ? Non, mais quand on vous demande à un moment donné d'être dans la construction et d'apporter et de répondre, il faut répondre immédiatement à la main tendue avec des éléments, parce qu'on nous reprocherait l'inverse de ne pas le faire. Donc il faut absolument le faire, évidemment. Et tout ce qui est pris, il y a des normes, il y a des produits phytopharmaceutiques qui sont suspendus, qui pourtant sont autorisés par ailleurs en Europe. Ouais. C'est un premier pas qu'il faut absolument trancher, c'est de l'ordre du réglementaire, c'est réalisable rapidement. Mais ça, c'était déjà les premières mobilisations en janvier, on était déjà sur la même chose, c'est-à-dire qu'on demandait moins de normes, on demandait aussi que les agriculteurs puissent faire leur travail et en vivre. Rien n'a changé depuis janvier, alors qu'est-ce qui pourrait changer dans les semaines qui viennent ? Eh bien, écoutez, dans ce cas, on est fataliste et on reste sur les routes, on bloque tout. Je pense que quand il y a une ouverture possible dans l'avancement des sujets et acté, je pense qu'il faut absolument mettre une pression monstre maintenant que des mots ont été mis sur ce nouveau gouvernement, parce que les mots ont engagé le précédent gouvernement, malheureusement. Après, écoutez, on est dans une telle instabilité politique. Ouais. Que voulez-vous ? À un moment donné, on ne peut pas non plus mobiliser dans un temps continu et dans
on n'est pas des zadistes à faire un siège sur des sites bien particuliers. Nous sortons quand nous estimons que stratégiquement il est opportun de le faire. Ils savent très bien qu'on peut le faire à tout moment et avec des moyens conséquents. Et écoutez, la pression doit se faire par ce mode opératoire-là, parce que de toute façon, seul le résultat compte. Et si à un moment donné, on doit mettre un peu moins d'actions ou des actions plus ciblées pour que derrière, il y ait un travail de fourniture d'informations et de documents à ce nouveau gouvernement, ce qu'on fait quotidiennement, hein, ils ont déjà tout entre les mains, on est bien d'accord. Oui. Mais s'il faut redonner tout, parce que vous savez, avec les politiciens, il faut toujours se répéter, on se répète sans arrêt. Et s'il faut encore se répéter, on le fera. Et s'il faut qu'on leur mette la pression pour que dans un mois, il y ait quelques molécules qui soient à nouveau autorisées, ben on le fera aussi. Mais c'est uniquement ça? C'est sur des molécules phytosanitaires? Il n'y a pas autre chose? Ben voilà, donc quels sont les gros points de discorde? Mais vous savez comme moi que le est instable. Il peut sauter à tout moment. Oui, donc, avec le budget. Ça risque, on en parle avec un maire après. Ouais. Ce qui est pris maintenant est pris. Vous voyez? Parce que si on attend de tout réformer la réglementation française et que le gouvernement soit entre-temps, on va faire être couillon comme en début d'année, quoi. Bah oui, mais quand même, ça fait déjà 10 mois de mobilisation en pointillé. Là, oui. un gouvernement qui est sur la braise et qui risque de ne pas durer longtemps. Est-ce que vous envisagez donc de se dire, bon, on attend de voir, mais au final, le Mercosur, c'est à Bruxelles que ça va se décider et il faudra y revenir. Je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire qu'on continue les mobilisations stratégiques ponctuelles et également, il y a un temps à consacrer dans le travail et dans la pression à ce gouvernement pour faire acter immédiatement quand même certains points. Écoutez, si j'ai la possibilité de réformer intégralement et si le gouvernement m'en donne la possibilité, nous en donne la possibilité, on le fera. Je pense qu'il est urgent de pouvoir insuffler et avancer dans mais on vous a vu très ému lors quand vous êtes fait virer de la préfecture en disant on peut crever. Vous avez l'impression que là non, vous allez le monde agricole a le soutien de la population et du gouvernement. Non, mais écoutez, c'est pas parce qu'on arrête qu'on est parti, on s'est fait quasiment foutre dehors de Bordeaux. C'est pas parce qu'on ne tient pas le siège que la mobilisation s'arrête. Non, bien sûr. On est convaincu encore que il faut des actes et que ce ne sont que des paroles, bien lucides là-dessus. Oui. Mais écoutez, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'actualité. Il faut s'adapter. Donc évidemment que on est très méfiant. Évidemment que je suis dans le même état d'esprit qu'au départ. Qui vont vouloir à un moment donné certainement et peut-être ne faire que parler et ne pas agir, mais tenons-les, ils ont parlé, maintenant agissez quoi. Écoutez, je ne fais qu'avec nos petits moyens d'agriculteurs de base, essayer de faire pression à ce gouvernement-là et les obliger, les contraindre à faire en sorte qu'ils tiennent parole. Moi, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Dites-moi, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Non, mais bien sûr, on va aussi, nous les médias, suivre la mobilisation et voir si ce gouvernement tient parole. Merci beaucoup, Karine Duc, d'avoir été avec nous pour faire un point sur la mobilisation agricole. On va marquer une pause, mais on se retrouve dans un instant pour parler de la dernière petite phrase que M. Macron n'aurait sans doute pas dû prononcer cette fois-ci. C'était à Haïti. À tout de suite, 0826 300 300 pour le standard. Et puis ensuite, on parlera de la situation des maires de France, pas loin du burn-out pour beaucoup et qui en ont marre d'être les boucs émissaires. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et encore une petite phrase d'Emmanuel Macron. Alors les Gaulois réfractaires, ceux qui ne sont rien, les quoi ça, va t'acheter un t-shirt. Enfin bref, on ne les compte plus, les petites phrases d'Emmanuel Macron. Et là, c'était en déplacement à Haïti. Alors pas devant la presse, il répondait face au limogeage du chef du gouvernement à quelqu'un qui l'interpellait dans la rue. Et on écoute ce qu'il a dit. C'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait,
Le Premier ministre était super. Je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'était terrible. Mais terrible. Moi, je peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Et voilà, s'ils sont complètement cons, les Haïtiens. Bah, c'est le président de la France qui dit ça, il y a pas ça joue, c'est formidable. Alors évidemment, Haïti a convoqué l'ambassadeur de France après ces propos inacceptables tenus par le président de la République, qui se défend en disant que bon bah c'était en off, hein, alors on a le droit de dire que les Haïtiens sont complètement cons. La France et Haïti, c'est quand même une longue histoire. Il faut savoir que dans la foulée de la révolution de 1789, hein, après Toussaint Louverture, c'est Jean-Jacques Dessalines qui arrive à s'autoproclamer empereur et puis à proclamer également l'indépendance de l'ancienne colonie française en 1804. Il y a eu un massacre, évidemment, de la population française qui est restée derrière, 3000 à 5000 personnes. On parle même là d'une portée génocidaire de ce massacre. Et puis, en 1825, le roi Charles X, hein, qui a demandé qu'Haïti rembourse 150 millions de francs or pour que la France ne recherche pas à reconquérir Haïti et pour indemniser, bien sûr, les anciens colons dans un délai de 5 ans. Et depuis, l'île a été en proie à sans arrêt des crimes, des mafias, des dirigeants peu scrupuleux. Et la France, comme les États-Unis d'ailleurs, joue un jeu trouble en Haïti qui fait que cette phrase d'Emmanuel Macron était une insulte supplémentaire, évidemment, au-delà de dire que les Haïtiens sont cons, par rapport à la position française depuis des années sur cette ancienne colonie, île indépendante, qui a été punie sans doute parce que c'était la première des révoltes d'esclaves qui obtenaient leur liberté. Donc voilà, on va parler de toute façon dans un instant, à partir de 13h avec Michel Fils, de ces petites phrases, de ces dérapages d'Emmanuel Macron qui font beaucoup de mal à la diplomatie française et qui ne devraient pas être dans la bouche d'un président, comme le disait François Hollande. Un président, ça ne devrait pas dire ça. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité à distance est monsieur André Léniel, maire PS d'Issoudun, vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour. Bonjour. Alors, le congrès des maires de France s'est tenu cette semaine. Quelle a été la couleur et les conclusions de ce congrès ? Le congrès a été un congrès solide, sérieux, mobilisateur, avec des maires inquiets, mais combatifs, et même en colère bien souvent. Et quant à la conclusion, celle du Premier ministre, il nous a chanté une berceuse aimablement. Ouais. Sur 1 heure de discours, il y a eu 5 minutes sur le budget qui est le plus mauvais budget pour les collectivités territoriales de toute l'histoire. C'est très franchement une attitude où le mépris affleure. Et c'est totalement insupportable. Aujourd'hui, on a appris, la semaine dernière pour être plus précis, qu'on nous supprimait 1,9 milliard de crédits qui étaient inscrits dans nos budgets pour 2024 et qu'on devait rembourser avant le 31 décembre. Pour 2025, on est à près de 11 milliards de suppression de crédits, soit directes, soit indirectes. Mais pourquoi ? Et on a droit à quelques paroles légères, non argumentées. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où beaucoup de nos services publics, parce que ce n'est pas un débat entre élus, ni entre élus et gouvernement. Derrière, ce sont nos services publics locaux. Les services publics qui sont à proximité de nos concitoyens. C'est l'école, ce sont les crèches, c'est l'environnement, c'est l'énergie, c'est le sport, la culture, c'est tout ce qui fait la vie d'une commune. Ouais. Mais pourquoi s'attaquer comme ça et faire des communes, des collectivités locales, les boucs émissaires de l'incurie budgétaire du gouvernement, enfin des gouvernements successifs, que ce soit Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et tous les autres, c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire que c'est aux Français et aux maires de payer pour cette mascarade budgétaire qui a emmené la France dans le mur. Il est clair que nous sommes considérés comme des variables d'ajustement. C'est insupportable. Et j'ai même dit comme des supplétifs du gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit qu'il était temps de décoloniser nos collectivités territoriales. C'est totalement scandaleux. En plus, ça a été précédé d'une campagne de dénonciation calomnieuse par M. Le Maire et d'autres ministres qui ont expliqué que c'était les collectivités territoriales qui étaient la faute du dérapage budgétaire du pays. Oui. Je rappelle très simplement, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, que nous sommes, nous, obligés de voter nos budgets à l'équilibre. Et que donc, il n'y a pas de déficit des collectivités territoriales. Et quant à ce qui concerne nos dettes,
elles ne servent, puisque nous ne pouvons emprunter que pour réaliser des investissements, contrairement à l'État qui peut emprunter pour finir les mois. Nous avons une somme modeste, moins de 8% de la dette dans notre pays, et nous la payons nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, c'est un véritable attentat à l'égard des collectivités territoriales, à l'égard de ce qui est constitutionnellement garanti, c'est-à-dire leur libre administration et leur autonomie budgétaire. Tout cela est bafoué et malheureusement met en difficulté sur le terrain ceux qui restent encore les principaux interlocuteurs, ceux qui sont souvent le premier recours de nos concitoyens, mais aussi le dernier espoir, c'est-à-dire les maires et leurs communes. Mais quels vont être aujourd'hui les moyens de réponse des élus locaux, des maires, face à ce mépris du gouvernement et à ce sabotage budgétaire qui veut en fait asphyxier les mairies? Quels sont vos recours? Qu'est-ce que vous allez faire, les maires de France? C'est effectivement l'asphyxie qui nous guette. J'avais d'ailleurs parlé de supplice du garrot. Et le garrot est resserré de plus en plus fort. Et donc, nous avons dit, dans la résolution finale dont j'ai donné la connaissance au Congrès, et qui était le résultat de l'unanimité des maires de France, de leur bureau, c'est d'envisager d'ores et déjà toutes les actions au niveau de chaque département. Ouais. Et j'invite les associations départementales des maires, les uns et les autres, à réfléchir, bien entendu, dans les 15 jours qui viennent, pour essayer de faire pression sur ce gouvernement pour qu'il revienne en arrière. Il y a d'autres moyens de trouver de l'argent que de venir ponctionner les collectivités territoriales. J'ajoute, et c'est essentiel, quand nous ponctionnons à hauteur maintenant quasiment de 13 milliards, c'est l'économie française qu'on va mettre en panne. Nous réalisons 70% des investissements publics dans notre pays. Oui. Nous allons être étouffés et l'étouffement va conduire à ce que le premier sacrifié, ça soit l'investissement. C'est-à-dire que ça va mettre en difficulté le bâtiment, les travaux publics, beaucoup d'autres secteurs. Et que nous sommes déjà quasiment au bord de la récession économique dans notre pays et que si ce qui est prévu au budget était mis en œuvre, la récession serait certaine pour l'ensemble des forces économiques de notre pays avant la fin de l'année 2025. C'est une politique de gribouille. J'ai dit que le Premier ministre, il me faisait penser à une vieille bande dessinée, le sapeur Camembert. Le sapeur Camembert, il creusait des trous pour boucher le trou d'à côté. Et ben aujourd'hui, il veut boucher le trou de l'État en creusant le trou des collectivités territoriales. C'est totalement inacceptable. Mais est-ce que la France n'a pas un problème qui est ce jacobinisme, cette centralisation excessive, où on a finalement un État central obèse qui ne sert à rien? On a vu le maire de Rouen critiquer les ARS, dire le préfet qui a son chauffeur, qui a, etc., sa résidence. Les maires n'ont jamais eu ça. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire, mais bon, il y en a marre de ce parisianisme, de ces gens qui sont dans les différents gouvernements, dans les ministères, qui passent leur temps à demander aux autres de faire des efforts et qui, eux, ne font jamais d'efforts. Est-ce qu'il y a un moment, les Français, avec l'aide de leur maire, vont pas dire stop, il est temps de décentraliser pour de vrai? C'est évident. Et c'est pour ça que j'ai parlé de décolonisation en ce qui concerne les collectivités locales, c'est-à-dire décolonisons la province, comme cela a été dit par le passé de manière très forte par Michel Rocard. C'est déjà ancien. Mais ça reste encore plus vrai aujourd'hui parce que les avancées de décentralisation ont été totalement bafouées ces dernières années. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous avons eu un moment très fort au Congrès des maires de France. 5000 maires étaient dans le Congrès des maires de France avec une écharpe noire pour leur écharpe tricolore, pour dire à la fois leur tristesse, mais surtout leur colère. Et effectivement, nous n'avons pas eu le sentiment d'être entendus par l'État à travers le Premier ministre. Et si le budget restait en l'état, alors nous serions contraints à manifester. Il y a eu les gilets jaunes, est-ce qu'il faudra les gilets tricolores sur les ronds-points pour que nous soyons entendus? Est-ce qu'il faudra que nos bennes à ordures viennent encombrer les carrefours à l'image de ce que font les agriculteurs pour défendre leur gagne-pain? Est-ce que vraiment on doit mettre les maires de France, qui sont les élus les plus populaires de notre pays, et j'allais dire les communes, qui sont aujourd'hui le premier rempart contre toutes les exactions, en mouvement pour contraindre l'État
à revenir à une juste vision des choses? C'est la bonne question qu'il faut que nous nous posions collectivement. Oui, mais le problème, c'est que le mépris du gouvernement va de pair avec le fait qu'ils savent très bien que les maires ne vont pas créer le chaos dans leur commune. C'est pas la mission du maire, donc ça paraît très difficile. Vos moyens d'action semblent très limités, à part de manière symbolique comme cette écharpe noire. Et puis après, évidemment, alerter la population française sur une politique dangereuse pour l'investissement et pour la vie au quotidien des Français. C'est ça qui devrait être le bon sens. Pourquoi le bon sens a déserté Matignon et l'Élysée ? Si le bon sens n'avait pas déserté Matignon et l'Élysée, mais aussi Bercy, et souvent plus Bercy d'ailleurs, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes. Donc malheureusement, le bon sens a déserté depuis déjà un certain nombre d'années au sommet de l'État. C'est le constat qu'on peut faire. Vous évoquiez les sujets internationaux avant que je m'exprime. Malheureusement, les sujets nationaux sont à peu près traités de la même façon. Je rappellerai qu'à un moment, les amis du président de la République avaient lancé un hashtag « Balance ton maire ». Nous étions à peu près dans la même veine que celle que vous évoquiez pour un pays étranger. Nous sommes vraiment dans une pire situation que nous ayons connue. Je sais bien, on me dit « mais chaque année, tu dis que c'est pire ». Et oui, mais parce que chaque année, nous ne sommes pas entendus. Parce que chaque année, ça s'aggrave un petit peu. Jusque-là, c'était un petit peu. Cette fois, ça n'est plus un petit peu. C'est fondamental pour préserver la capacité d'action locale. Bien, à un moment, il faudra peut-être qu'on décide de ne plus répondre à aucune consigne de l'État, que nous reprenions de manière, je vais dire sauvage, mais pacifique, rassurez-vous, un certain nombre de compétences en refusant d'entendre ce que l'État, en permanence, nous dit. On en a marre. Allez, je vais vous le dire comme ça. On en a marre. On en a marre que ce soit ceux qui ont plombé la France qui viennent nous expliquer, à nous qui tenons nos communes, comment il faut faire. Oui, il y en a marre, et je crois que ce ras-le-bol, il est en train de se développer malheureusement, et il devra déboucher sur des actions. Oui, alors les actions restent à avoir, hein, évidemment, mais la désobéissance, le problème, c'est que le maire est responsable de beaucoup de choses. Hein. On a vu à ce congrès des maires la fatigue de certains élus locaux qui ne veulent pas renouveler leur mandat, qui comprennent que c'est beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités, avec un double discours hypocrite. Hein. D'un côté, les élus préférés de France, on passe de la pommade, et puis de l'autre côté, on leur rend le travail impossible. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. On va marquer une courte pause. André Léniel, maire d'Issoudun et vice-président délégué de l'Association des maires de France. On va se retrouver avec vous pour continuer de parler de cette situation impossible dans les communes et pour les maires. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, 0826 300 300 au standard de Sud Radio. À tout de suite. .fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec André Léniel, maire d'Issoudun, vice-président délégué de l'Association des maires de France, pour parler de ce congrès des maires, de ce ras-le-bol aussi des maires de ne pas être considérés. Je parlais juste avant la pause et je voulais revenir avec vous sur cette fatigue des élus locaux et des maires qui se rendent compte que la tâche est bien trop difficile et qui ne souhaitent pas continuer. Vous êtes maire depuis très longtemps. Est-ce que vous avez vu cette situation se dégrader et est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'on est dans une sorte d'impasse et que ça va être très difficile de trouver de nouveaux candidats pour être maire? Il y a manifestement une fatigue. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait auprès des maires sur plusieurs milliers de maires et 80% d'entre eux disaient leur fatigue psychologique. Dans les démissions de maires, qui sont le double pendant ce mandat de ce qu'elles étaient dans le mandat précédent, la première raison, c'est le sentiment de ne pas pouvoir agir. Sentiment d'être en tutelle administrative, voire judiciaire parfois, et puis surtout en tutelle financière, puisque malheureusement, ça fait 10 ans de suite. Donc vous voyez, j'élargis même l'horizon politique. Ça fait 10 ans que nous voyons nos moyens se réduire, que chaque année nous avons un peu moins. Et cette année, en un an, on nous propose d'avoir moins que les 10 ans qui ont précédé. C'est complètement dément. Ça ne tient pas. Mais comment les Français peuvent comprendre ça? Parce qu'on voit que les impôts sont toujours très hauts. L'argent, il sert à rembourser une dette dont on ne sait pas à quoi elle a servi au final. Et aujourd'hui, on veut rendre les communes incapables de gérer le quotidien. À un moment, ça ne peut pas tenir, cette équation. Et ça ne tiendra pas. La France est assise sur un tonneau de poudre. Il n'y a apparemment que le sommet de l'État qui ne s'en est pas aperçu. Il y a les agriculteurs, il y a des manifs dans tous les domaines. Je veux dire, c'est en train de monter de partout.
et qu'ils ne comprennent pas que à faire exactement pareil aujourd'hui avec le gouvernement Barnier que ce qui a été fait par M. Attal, par Mme Borne et leurs prédécesseurs, eh bien ça aggravera la situation de la France. Ouais. Ils ne sont pas capables de changer de politique. Et ça, c'est gravissime pour notre pays. Gravissime. Ouais, mais est-ce que ce congrès des maires n'aurait pas dû se transformer finalement en convention ou en états généraux pré-révolutionnaires pour dire ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça? On a dit ça suffit, mais c'est vrai que les maires sont légalistes. Oui. Je rappelle qu'ils sont à la fois, bien entendu, des élus, mais aussi des agents de l'État, en particulier pour tout ce qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyens, l'état civil. Comme nous disons, maire, c'est s'occuper de la vie de la naissance, puisque c'est chez nous que sont déposés les bulletins de naissance, mais aussi à la mort, puisque c'est pareil pour les bulletins de décès. Et donc, vraiment, nous couvrons la totalité. Nous sommes disponibles pour travailler avec l'État. Et ça fait des années qu'on le dit et qu'on n'est pas entendu. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. On connaît bien nos maires. Je veux dire, l'AMF, elle est particulièrement représentative. Sur 34 800 maires, plus de 34 000 sont adhérents à l'AMF. Mais, je veux dire, aujourd'hui, ils baissent les bras pour beaucoup d'entre eux. La première raison des démissions, c'est pas les insultes. Malheureusement, il y en a de nombreuses. Ce ne sont pas même les voies de fait qui sont de plus en plus nombreuses à l'égard des élus, que ce soit les maires, leurs adjoints ou conseillers municipaux. Non, la première raison, c'est qu'ils ont envie d'être utiles et qu'on les empêche d'être utiles. Qu'ils ont le sentiment qu'ils sont élus pour supprimer des services à la population, alors que notre rôle, c'est de répondre aux attentes de la population. Et ça, c'est désespérant. Et pourquoi on en est arrivé là, à cette situation d'endettement catastrophique, mais aussi à faire des maires qui sont quand même des partenaires clés dans la gestion de la France, des ennemis de l'intérieur quasiment. Enfin, le discours de Bruno Le Maire sur le dérapage budgétaire dû aux collectivités territoriales était une sorte de déclaration de guerre, non ? C'était une dénonciation calomnieuse. Je l'ai qualifié au Congrès exactement comme ça. Ça aurait pu relever du juridique. Bien, c'était une diffamation. D'autant plus qu'il n'a jamais été capable d'apporter la moindre preuve de ce qu'il avançait, alors qu'on lui a demandé de donner ses preuves. Parce que je suis premier vice-président de l'Association des maires de France, mais je préside aussi le comité des finances locales. Et donc, à ce titre, je lui ai dit, mais prouvez ce que vous avancez. Nous n'avons jamais eu de réponse. C'est le mépris le plus total. Mais en même temps, aujourd'hui, bon, on va manifester, on va protester, on va définir, puisque nous n'avons pas été entendus, comment nous devons agir, et en même temps, on ne veut pas, par notre action, pénaliser nos concitoyens. C'est là que nous sommes, j'allais dire, pris en tenaille. Nous voulons continuer à être aux côtés de nos concitoyens, à leur apporter tous les services dont ils ont besoin. Et de l'autre, nous sommes étouffés par l'État, qui n'en peut mais qui décide de nous faire payer la note. Et donc, c'est vraiment une situation qui devient impossible pour beaucoup d'entre nous. Et il faut, et je veux saluer tous ceux qui continuent à se battre, beaucoup de caractère pour tenir dans le contexte actuel. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus qui nous disent, écoutez, là, je finis le mandat, c'est dans 15 mois, mais ne comptez plus sur moi après. Et une France où il n'y aurait plus cette démocratie locale, où il n'y aurait plus, j'allais dire, ce pôle de stabilité, parce que le seul pôle qui est stable aujourd'hui, c'est celui de nos communes, c'est celui de nos collectivités territoriales. Si on casse ça, on casse la France. Oui, clairement. Mais pourquoi prendre ce risque-là ? Quelles vont être les solutions pour débloquer la situation ? Je dirais un changement de politique. Là, je sors de mon rôle de représentant des maires de France. Mais si je parle en citoyen, il est clair que la politique qui est menée est catastrophique pour la France, qu'il faudrait une autre politique, que la politique économique est totalement erronée, qu'il faudrait une autre politique économique. On essaie de nous vendre depuis des années qu'il n'y a qu'une politique économique possible. Eh bien, moi, je suis prêt à débattre avec tous les économistes pour démontrer qu'il y a d'autres politiques possibles. Pas des politiques qui deviennent, j'allais dire, un étouffoir, qui mettent en coupe réglée je ne sais qui et je ne sais quoi, mais qui répartissent de manière beaucoup plus harmonieuse les charges. Écoutez, un seul exemple. La fortune des 500 plus fortunés de France a doublé en 7 ans. De 500 milliards, c'est passé à 1000 milliards. Nous, on nous demande un effort de plus de 10 milliards. Mais si cet effort, on le faisait sur les 1000 milliards que je viens d'évoquer, est-ce que vous croyez que ça mettrait en désespérance
les 500 plus grosses fortunes de France. Évidemment que non, mais on sait bien que Emmanuel Macron a ça pour veut dire une politique autre de protéger politique. Oui, bien sûr. Mais il faut attendre une élection présidentielle, en gros. Ou législative, ou bien qu'il soit tenu compte par l'État du résultat des élections législatives. On a quand même un Premier ministre dont le parti a fait 6%. Oui, ça c'est particulier, effectivement, depuis juillet. On a vu quand même la France dans une crise politique. On en parlera d'ailleurs à 13h avec notre invité. Est-ce que vous avez quand même une vision optimiste de l'avenir, à la fois par la mobilisation des maires, le soutien des citoyens et des solutions qui vont être apportées ? On ne pourra avancer qu'avec, bien entendu, la mobilisation des maires, mais surtout l'appui des citoyens. Et donc maintenant, je pense que notre action va devoir être tournée vers les citoyens pour les prendre à témoin, parce que ce sont souvent des discours et des controverses techniques, financières, budgétaires, qui brassent des milliards. Et bien entendu, nos concitoyens, ils ne sont pas obligés, et heureusement pour eux, d'être dans les méandres de la loi de finances et des budgets. Donc il faut qu'on leur parle de leurs services, des services publics qui vont être atteints, des risques qu'il y a pour le développement économique. On voit déjà les plans sociaux se développer, se multiplier. Ils vont être encore plus forts et plus dévastateurs si on met en place la politique qui est dans le budget actuellement. Donc oui, il y a cette nécessité de combat. J'allais dire, je vais vous citer un philosophe italien, Antonio Gramsci. Gramsci disait « Le pessimisme de l'intelligence oblige à l'optimisme de l'action ». J'invite tous mes collègues, élus locaux, conseillers municipaux, adjoints, maires, à être dans l'optimisme de l'action et à se battre. Pour leur commune, donc pour leurs concitoyens. Merci beaucoup André Léniel pour ce soutien et cet appel. On vous sent passionné évidemment par l'action publique. Les maires de France qui vont essayer de protéger les communes de ce sabordage budgétaire qui n'en finit pas. On va parler dans la deuxième heure avec notre invité Michel Fize qui sort un livre sur un président anormal, de la politique bien sûr d'Emmanuel Macron et de la situation catastrophique du pays. Ne serait-ce pas en fait le fait d'un personnage qui se voit empereur de tout mais responsable de rien. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio après cette pause. Et on reprend, désolé, je parlais déjà avec mon invité qui est déjà en studio, Michel Fize, sociologue et politologue qui est avec nous pour son livre Un président A-normal, un président anormal, aux éditions Perspectives Libres, pour parler encore une fois d'Emmanuel Macron. Alors, encore un livre sur Emmanuel Macron. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Oui, bien sûr. Parce que s'il ne l'avait pas été, je ne me serais pas embarqué dans cette expédition, parce que des livres politiques sur l'ascension de M. Macron, sur sa double présidence, il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. Donc moi, j'ai voulu le prendre par l'aspect psychologique et d'essayer, à partir des critères qui sont familiers aux psychologues, aux psychiatres, aux psychanalystes, de voir finalement quel était le moteur de cet homme dont qu'on positionne beaucoup sur le versant politique, ce qui est à mon avis une erreur, parce que c'est le versant psychologique qui oriente en permanence le versant politique. Et une fois qu'on a décrypté la mécanique psychologique, le personnage apparaît d'une limpidité absolument extraordinaire. Mais justement, vous dites bien en introduction que vous n'êtes pas psychanalyste ni psychologue, que vous n'avez pas rencontré directement Emmanuel Macron, donc vous faites appel à toutes les petites phrases et les déclarations, les lettres aux Français, nombreuses lettres aux Français, qui montrent en fait un trait de personnalité psychanalytique ou psychologique qui est la mégalothymie. Alors c'est un mot qu'on entend moins que le pervers narcissique, le narcissisme qu'on entend à l'endroit d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la mégalothymie ? Alors d'abord, en choisissant cette notion, ça évite de tomber dans l'interrogation sur la validité des concepts de narcissisme, de névrose, de psychose, qui aurait supposé là d'avoir une expertise que je n'avais pas, puisqu'encore une fois, je ne suis effectivement pas psychologue ou psychanalyste. Alors, le concept de mégalothymia, c'est en réalité un concept psychophilosophique, c'est-à-dire pour une part dû au chercheur américain Francis Fukuyama, qui en 92 l'a utilisé pour la première fois, et l'autre part, thymia, c'est Platon.
C'est l'humeur. Voilà. Donc en clair, c'est une définition très simple. Le mégalotimiaque, c'est celui qui a un besoin de reconnaissance. Donc là, on est dans le narcissisme classique et normal, puisqu'on a découvert qu'aujourd'hui, il vaut mieux être narcissique que ne pas l'être du tout, et qu'on est quasiment anormal si on n'a pas quand même une dose de narcissisme et d'amour de soi. Alors là où ça, évidemment, ça peut dériver, c'est quand on ajoute que la mégalothymia, c'est le besoin de voir reconnu en permanence sa supériorité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un affichage de supériorité qui se traduit par un principe très simple. J'ai raison, tout le temps, sur tous les sujets, à l'intérieur comme à l'international. Donc, il y a moi et les autres. Voilà. Donc c'est une logique extrêmement simple. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport à autrui. Autrui n'existe pas. Seulement dans la capacité de dire qu'il est moins que rien, ou du moins bien moins intelligent, bien moins superbe que le mégalothymia. C'est-à-dire que le public, alors qu'il choisit, parce qu'il choisit toujours son public. On va en parler de ça, bien sûr. Il n'est jamais allé à la rencontre des Gilets jaunes, par exemple. Non. Mais par contre, il est, dans le cadre du grand débat national, à la rencontre d'un certain public choisi ou qui a été choisi par ses équipes. Et donc, il se livre à un exercice d'affirmation, de supériorité, de réponse aux problèmes. Voilà. Donc, les autres, finalement, sont des sortes de faire-valoir. Et en réalité, il n'y a jamais de dialogue avec Emmanuel Macron. Il est en tête-à-tête en permanence avec lui-même. Il n'y a jamais eu de dialogue. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. On a eu les 6 ans des Gilets jaunes, qui avaient donc fait les cahiers de doléances. On était arrivé quand même à l'idée de dire qu'il fallait changer beaucoup de choses dans ce pays. Et lui, ce qu'il fait, il se met en scène pendant des heures, des monologues, des réponses à questions pendant plusieurs heures, où la presse en amourée disait quel président extraordinaire, pour se mettre en scène et parler, y compris avec les intellectuels. On se rappelle de cette soirée où il invite à l'Élysée tous les intellectuels pour déblatérer pendant des heures. Les gens s'endormaient et partaient les uns après les autres. Pourquoi, systématiquement, cette envie de puissance? Bon, alors... C'est là où j'ai avancé une hypothèse qui a été élaborée par le psychiatre autrichien Alfred Adler, le sentiment d'infériorité. Et il explique très bien que la volonté de puissance peut, paradoxalement, s'appuyer sur un fort sentiment d'infériorité. Donc ça nous renvoie à un parcours un peu obscur, un peu complexe d'Emmanuel Macron. On sait peu de choses sur son enfance, sur son adolescence, sur ses rapports avec ses parents, le lien privilégié avec sa grand-mère. Voilà. Donc il peut y avoir eu dans cet espace de temps quelque chose qui a provoqué une cassure. Alors, cassure qui a été sans doute manifeste avec ces 2 échecs à l'école normale supérieure. Et là, je pense qu'il y a une blessure, sans doute, pour quelqu'un qui se sent évidemment, qui se sent supérieur. Voilà. Alors, il a ressuscité un vieux sentiment oublié par l'Église elle-même. C'est le sentiment d'infaillibilité. Donc, c'est toujours le même principe. J'ai raison. Donc, vous ne me comprenez pas, et donc je vais vous faire comprendre les choses. Voilà. Mais je pense qu'encore une fois, les décisions qu'il prend et qu'on met sous l'étiquette politique sont des décisions psychologiques. Voilà. Par exemple, la dissolution. On a beaucoup disserté sur la dissolution. La dissolution, c'est une vexation en réalité de dire j'ai pas gagné aux européennes, donc je dissous. Ça n'avait rien à voir. Non. Le fait c'est qu'en réalité, il a fait comme M. Chirac avait fait 25 ans auparavant, dissoudre une assemblée qui était trop baladurienne pour la remplacer par une assemblée chiracienne. Bon, c'était raté. Et là, en fin de compte, le calcul était simple. La supériorité s'affirme d'autant mieux que il peut disposer d'une majorité absolue. Donc pour moi, le calcul était simple. Il voulait passer sa majorité relative en majorité absolue. Voilà. Et il savait qu'il n'avait pas les clés en main pour ça, puisqu'il venait de prendre une déroute aux élections européennes, que le Rassemblement national était très haut. Est-ce que c'était pas plutôt, et là c'est mégalothymiaque aussi, créer le chaos pour se poser en sauveur et dire, puisque le Rassemblement national
serait arrivé selon son plan numéro 1 en disant moi je suis ce rempart à l'extrême droite et maintenant vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, mais ça fait toujours partie du corset psychologique. Oui, mais ça n'a pas fonctionné puisque le nouveau Front Populaire a un peu mis le caillou dans la chaussure de ce plan-là. En réalité, je pense que, et d'autres l'ont dit, Emmanuel Macron n'est pas vraiment un politique. D'abord, il n'aime pas le milieu. Non. Il a jamais vraiment grandi dans ce milieu. Et puis, il n'est pas stratège. D'ailleurs, ses calculs sont toujours de mauvais calculs ou ses choix de mauvais choix. Parce que c'est pas le ressort. C'est-à-dire, il est guidé par lui-même. Hein, je crois qu'il est lui-même dépendant de sa propre mégalothymia. C'est-à-dire, vous savez, on se pose beaucoup la question, d'ailleurs il dit lui-même, mais ne vous inquiétez pas, je vais changer, j'ai compris les gilets jaunes, j'ai compris, voilà. Mais quand bien même voudrait-il changer, il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Ça ne se soigne pas. La mégalothymia, c'est foutu. On ne se soigne pas de ça. Même avec une psychanalyse sur plusieurs années. Bon, peut-être. Mais alors là, je vois mal Emmanuel Macron se livrer à ce genre d'exercice. Il voudrait comprendre, surtout dominer le psychanalyste et expliquer que c'est lui qui va analyser le psychanalyste. C'est ça la mégalothymia. Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, dans son esprit, il est d'ailleurs à l'image même du temps individualiste. Hein, c'est-à-dire, il y a moi et les autres, moi dominant, moi régnant, voilà, et donc je ne me trompe pas. Et quelque part, quand on le voit dans ses postures internationales, il n'a pas changé. C'est-à-dire, il reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'on a eu cette vidéo. Alors, elle n'était pas censée être filmée, cette vidéo, mais voilà comment il parle. Hein. C'est-à-dire qu'un coup, il va être dans l'emphase, et puis un coup, il va être dans le parler vrai. Hein, on dépense un pognon de dingue, ça marche pas. Et puis là, à dire à un badaud que les Haïtiens sont des cons. C'est pas des mots d'un président de la République, ça. C'est-à-dire, d'abord, il a toujours la tentation d'être avec plusieurs casquettes. Donc, il est à la fois acteur, analyste de sa propre conduite, analyste de la conduite des autres, un brin sociologue quelquefois. D'ailleurs, il a fait des analyses sur les banlieues, par exemple. Je me souviens, qui n'étaient pas mauvaises, hein, qui auraient pu être signées. Vous lui reconnaissez quand même quelques qualités. Oui. C'est-à-dire que de temps en temps, il sort de lui-même, il se place au-dessus ou à côté, voilà, et il fait lui-même l'analyse qui va ensuite expliquer ou ne pas expliquer. Non, c'est assez prodigieux parce que c'est imparable. C'est-à-dire on veut le saisir sur des contradictions politiques. Il n'y a pas de contradiction politique. Hein. Non, c'est en même temps. Hein, c'est une incohérence qui fait qu'il est imprenable puisqu'il est nulle part. Voilà, alors je crois que sans s'avancer sur un diagnostic psychologique, je crois qu'il est atteint d'une insuffisance psychologique. Je pensais à Ségolène Royal qui aurait parlé d'incomplétude. Oui, voilà. C'est pas mal ou peut-être d'inachèvement. Voilà. Mais doté de capacités, sans doute. L'intelligence, c'est moins sûr. Hein. Je rappelle que l'intelligence interligarée, c'est pouvoir nouer des liens avec les autres, et c'est la capacité d'adaptation. Or, M. Macron ne s'adapte jamais aux événements. Il veut que les événements s'adaptent à lui. Oui, c'est tout le problème de notre pays qui se retrouve dans une impasse budgétaire actuellement du fait de cette politique. On va marquer une courte pause et on va se retrouver avec Michel Fize pour son livre « Un président anormal ». Si vous souhaitez réagir, posez vos questions 0826 300 300 pour revenir sur ce profil psychologique du président de la République qui explique beaucoup de la situation politique du pays. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Michel Fize pour son livre Un président A-normal. Anormal, vous êtes sociologue et politologue, mais là vous vous aventurez donc sur les rives de la psychanalyse pour comprendre la politique d'Emmanuel Macron à l'aune de sa psychologie et cette mégalothymie, donc cette volonté de se montrer supérieur à tous les autres, le narcisse au-delà du narcisse, emmène la France quand même dans un état catastrophique. On a vu maintenant l'état de la dette, et puis vous écrivez ce livre un peu au fil de l'eau avec les différents épisodes, et cet épisode quand même marquant, une France restée sans gouvernement pendant 67 jours avec un gouvernement démissionnaire qui s'occupait de tout et un Emmanuel Macron qui ne voulait pas nommer de
nouveau Premier ministre. Qu'est-ce que ça dit là de la pratique du pouvoir ? D'abord, c'est un homme qui dans son esprit a besoin d'être aimé, d'être admiré. Bon, vu les sondages, c'est pas le cas. Voilà. Mais oui, mais dans son esprit, encore une fois, il accuse l'incompréhension, c'est-à-dire qu'on le comprend pas. C'est un grand incompris. Ah oui. Mais là où on voit que quelque part, il est décroché quand même des grandes idéologies politiques, par exemple de l'idéologie libérale. Au moment de la crise du Covid, un libéral, qu'est-ce qu'il fait ? Il met pas la main à la poche, par définition. Non, un petit peu. Il bloque pas l'économie, il bloque pas la société. Là, il y avait tellement ce désir de montrer que lui allait résoudre le problème, hein. D'un côté un peu enfantin, comme l'histoire de la cathédrale incendiée. Hein, vous allez voir ce que vous allez voir. En 4 ans, ce sera fait. Donc, il jubile comme un enfant. Cet épisode de la cathédrale montre jusqu'où ça va, puisqu'il voulait faire un discours dans la cathédrale Notre-Dame. Ça a été refusé. Il va participer à la messe avant, et puis il va quand même faire un discours juste avant l'ouverture dans le chantier. Donc, il veut toujours avoir raison, trouver un moyen d'imposer sa volonté. Ah oui, bien sûr, hein, il a besoin des projecteurs en permanence. Donc en réalité, il aurait pu être tout à fait autre chose que président de la République. Pourquoi est-ce qu'il est président de la République ? Parce qu'il est mauvais acteur, peut-être. Oui, mais parce que ça le met en scène. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en scène en permanence. Ouais. Voilà, et qui encore une fois a conservé peut-être, c'est pour ça que je parle d'inachèvement, des traits quand même infantiles, assez primaires. Mais c'était marquant lors de sa prise de pouvoir, le premier mandat, où on le voyait se déguiser à un coup pilote de chasse, un coup il était dans une chaise roulante pour faire du tennis, un coup il se mettait un casque, etc. Cette pratique du déguisement qui était vraiment marquante au début du quinquennat, ça montre ça, cette volonté de jouer comme un enfant, de se déguiser. Oui, c'est un caméléon, c'est-à-dire il s'adapte aux gens, il s'adapte aux circonstances. Évidemment, il n'ira pas en costume-cravate sur un terrain de football, mais il a à la fois besoin d'être en costume-cravate pour montrer effectivement qu'il est bien, selon son fameux surnom, qui aurait d'ailleurs tout de suite dû nous entraîner vers la mégalodymia, Jupiter. Jupiter, oui. Qu'est-ce que ça dit, ça, Dieu Jupiter ? des dieux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Quand on se prend pour Jupiter, c'est que quelque part... il y a un problème. On est dans cette séquence qui aura duré au moins jusqu'à la dissolution de la présidence absolue. Voilà. Et là, pour le coup, le roi est nu. Mais ça, c'est l'analyse politique. Mais dans son esprit, il n'est pas nu du tout. Non, il reste président de la République française, donc il fait ce qu'il veut. La vie continue. Il continue sur la scène internationale de faire des choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire, il est capable d'aller serrer la main du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, se retourner pour aller lui serrer la main, alors qu'on est évidemment en situation de conflit, au moins avec Vladimir Poutine, et d'aller parler au président chinois, sans se rendre compte que finalement son discours n'imprime pas, il n'imprime plus. Mais on l'a vu, vous faites allusion à la guerre en Ukraine. Au début de l'invasion russe en Ukraine, il a été partout. Il est même allé au Kremlin rencontrer Vladimir Poutine. Il y avait cette table immense où Poutine le reçoit pour bien montrer son dédain, le mettre très loin. Il continue d'appeler et puis il se passe rien, comme d'habitude. Voilà, mais toujours animé par cette idée, je vais le faire. Ouais. Moi, je vais le faire. Dernier exemple, les JO. Vous voyez, tout le monde m'a dit que c'était pas possible, on l'a fait. Donc, sous-entendons, évidemment, je l'ai fait, voilà. Ouais. Et donc, Poutine, moi, je vais résoudre le conflit. Et ce qui se passe ce qui s'est passé au G20 et par rapport à la déclaration d'Olaf Scholz précédemment, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron ? Il est vexé. Tout simplement. On lui vole la vedette, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Il lui vole la vedette. Voilà. Ouais. Et donc, il peut pas le supporter. Alors, c'est inquiétant, donc, ce constat-là que beaucoup de Français ont fait, et d'analystes politiques ou autres. Emmanuel Macron est jeune. Après son deuxième mandat, il ne peut pas se représenter à la présidence de la République. Est-ce qu'il ne va pas viser un poste international parce qu'il doit montrer toujours... cette carrière ne fait que commencer en quelque sorte. Écoutez, moi c'est ce que j'ai essayé de développer dans le livre, c'est-à-dire après avoir été roi de France,
au moins jusqu'à la dissolution, roi absolu. Il aspire à devenir roi d'Europe, oui, bien sûr. Voilà. Mais là, on voit bien aussi que quelque part, il doit commencer à s'interroger parce que on lui vole la vedette. Olivier Orban récemment en Hongrie, Monsieur Scholz en Allemagne. Et donc même sa position dominante qu'il pouvait encore peut-être espérer asseoir avant la dissolution, il ne se rend pas compte quand même que la dissolution a fracassé quelque chose et a fracassé son pouvoir. Et pourquoi il a fait ça, justement? On en parlait à l'instant, cette dissolution, c'était un calcul politique pour récupérer une majorité, mais c'est très mauvais calcul politique. Et depuis, on voit que ça a cassé absolument tout. Mais il y a aussi un autre problème. Parce que, cher Alexis, il n'y a pas de calcul politique. Il ne raisonne pas en politique. C'est-à-dire, ces critères de détermination sont des critères psychologiques, qui entraînent évidemment après des conséquences politiques. Voilà. Mais il ne se pose pas la question, la dissolution, ça va peut-être amener... D'ailleurs, il avait dit qu'il ne ferait jamais de dissolution parce que ça ramènerait le même désordre parlementaire. Donc là, bien joué, c'était bien vu. Mais après, il se dit, mais quand même, pour asseoir de nouveau mieux mon pouvoir, il me faut une majorité absolue. Cette dissolution, elle était critiquée par Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet. On voit ces vidéos où il parle à Emmanuel Macron le soir où il décide de la dissolution, et eux ne sont pas du tout d'accord en disant mais c'est une erreur. Il n'écoute personne, Emmanuel Macron. Alors il tend l'oreille. Effectivement, on parle toujours d'Alexis Kohler qui aurait son général de l'Élysée. Mais c'est vrai qu'il est, comme vous le disiez tout à l'heure, il est dans sa réalité psychologique. Il n'est pas dans la réalité politique. Donc je pense qu'il faudrait cesser de dire que Monsieur Macron fait preuve d'intelligence politique et que c'est un formidable stratège politique. Tout montre qu'il n'a été ni intelligent politiquement, faute peut-être d'une expérience qui lui aurait peut-être été utile, et qu'il n'est pas stratège, parce qu'encore une fois, avant de dissoudre, on regarde un peu les différents scénarios, qu'est-ce qui peut se passer, et on ne regarde pas simplement... je vais avoir cette majorité absolue et tout va recommencer comme avant. Et là, effectivement, vous avez parlé de chaos tout à l'heure. Bien évidemment que l'espoir, c'était de pouvoir nommer Jordan Bardella à Matignon, d'attendre qu'il chute, et puis de se présenter... Évidemment, non pas en sauveur politique, mais en sauveur tout court. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Parce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui transparaît dans tous ces discours. C'est un donneur de leçons. Il fait la leçon en permanence. On va en parler. La façon dont il traite les Français de manière infantilisante et parfois très irritante. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions à notre invité Michel Fils. 0826 300 300. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve en plateau pour parler de ce président anormal, comme vous l'analysez dans votre dernier livre aux éditions Perspectives Libres. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On continue de parler avec Michel Fils, sociologue, politologue, de son livre Un président A-normal aux éditions Perspectives Libres, pour parler de la folie du pouvoir en quelque sorte, ou du moins ce profil qui fait que on se pose souvent la question de la santé des dirigeants. On a vu Joe Biden avec sa santé déclinante, Mitterrand qui avait caché son cancer, mais on se pose rarement la question de la santé mentale des dirigeants. Voilà. Alors, je vais peut-être rebondir sur le tiret du A normal. Pourquoi j'ai mis un tiret? Pour simplement signifier que quelqu'un de anormal avec le tiret, c'est quelqu'un qui s'affranchit de toutes les normes habituelles, sociales, politiques, voire psychologiques. Voilà, c'est ça. Il est dans la transgression permanente, c'est ce que vous dites. Quelqu'un qui est dans la transgression permanente, qui est à côté, d'ailleurs il le dit dans plusieurs de ses propos. Alors, cette anormalité pouvant exprimer ou conduire à une anormalité au sens là plus psychologique du terme. Voilà. Mais je pense qu'il est dans cette espèce de logique d'enfermement. Qui le met à distance de tout et de tous en permanence. Ça me fait penser un peu à la situation de la lévitation. Il est là sans être là. Il est au milieu des gens, mais sans être parmi eux. Alors du coup, j'ai oublié la question.
question. C'était sur le pouvoir qui rend fou, en quelque sorte, ou surtout la Ve République, qui serait peut-être des institutions qui rendent fou ceux qui briguent ce mandat suprême de garant des institutions, de président de la République, le suffrage universel, qui fait que finalement on se dit, en tant que citoyen lambda, je vais avoir un lien avec le peuple français, un destin commun à écrire, et ça rend dingue en fait cette élection suffrage universel. Alors, un de vos confrères, je crois Thomas Legrand, à France Inter, avait écrit un petit livre il y a quelques années, « Arrêtez d'élire des présidents ». Je crois que l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui a été une grande avancée démocratique en 1962, et je crois aujourd'hui un frein démocratique majeur. Parce qu'encore une fois, tous ceux qui sont candidats ou candidates, ou qui aspirent à l'être, ou qui pourraient peut-être l'être si les circonstances le permettaient, à commencer d'ailleurs par les deux anciens présidents de la République, qui doivent en rêver continuellement. Nicolas Sarkozy et François Hollande, ou François Hollande. Qui sont de manière médiatique tout le temps présents dans le débat politique. Et on oublie que Valéry Giscard d'Estaing a longtemps espéré faire son retour. Voilà. Et lui voulait aussi être roi d'Europe. Bien sûr. Il avait écrit un traité pour ça, etc. Bien sûr, parce qu'encore une fois, quand on a goûté le pouvoir, le pouvoir absolu, avec cet appétit de puissance que ça donne, voilà. Donc ça rend, ça rend dingo, comme on disait autrefois. Et d'ailleurs, dans toutes les stratégies qu'on voit aujourd'hui, à gauche, à droite, etc., vous prenez tous les leaders, les uns après les autres. Ils ont la perspective de la prochaine élection. Tout ce qui conditionne... Mais c'est tout ce qui réglemente finalement le jeu politique. C'est cet horizon d'une élection présidentielle qui va faire les partis, les alliances, les stratégies aux municipales, aux législatives, etc. Oui, parce que je pense qu'il faudra un jour éclaircir notre régime pour vraiment arriver à le définir soit comme un régime parlementaire, soit comme un régime présidentiel. Voilà. Mais je pense que quelquefois on dit il y a dans l'exécutif, il y a deux têtes. Il y en a une de trop. Et on dit c'est celle du Premier ministre. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il faudrait... Vous savez, dans l'Europe des 27, on est le seul à avoir un président avec autant de pouvoir. Tous les autres sont dans la représentation, l'inauguration des... Oui, c'est le Premier ministre qui a le rôle exécutif. Soit dit en passant, Emmanuel Macron ne s'en rend pas compte, mais il inaugure les chrysanthèmes sur la scène internationale actuellement. Et nationale aussi. On l'a vu, la répétition des cérémonies au Panthéon, les cérémonies mémorielles pour le 11 novembre, etc. Mais il est heureux. Mais il est très heureux parce que il est en spectacle. Il y a aussi ce que vous dites, au-delà du spectacle, cette volonté de s'inscrire dans l'histoire et de lui aussi laisser une trace dans l'histoire. Donc c'est des moments pour lui extrêmement importants parce qu'il incarne la France. Et donc là, il se dit, là, je suis à ma place, je suis dans l'histoire de France et je vais y rester. Oui, alors sauf que à part les milliards d'euros de dette, on voit pas quel sera le bilan. Peut-être avoir effectivement rétabli la cathédrale Notre-Dame en 4 ans. C'est pas lui qui a travaillé. Dont acte. Mais pour le reste, ce sera quand même un des bilans les plus problématiques d'un président de la Ve République. Je crois que même François Hollande, qui pourtant n'avait pas réussi grand-chose, ne peut pas avoir un bilan aussi négatif. On va prendre les auditeurs. Vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 pour réagir et poser vos questions à Michel Fize. On a en ligne avec nous Xavier de Bordeaux. Bonjour. Bonjour Alexis. Oui, j'ai une petite question pour l'auteur du livre. Oui. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'aspect psychologique une forme de fascination pour l'argent chez Emmanuel Macron, qui l'a amené notamment à inviter tous les milliardaires de la planète à l'Élysée, qui l'invite en permanence à s'incliner devant les puissances financières, et quelque part qu'on retrouve aussi dans son parcours professionnel, aussi petit soit-il, qu'il a travaillé dans la banque Rothschild. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette fascination pour l'argent qui est au cœur de sa psychologie ? Merci. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un point que je n'ai pas abordé parce qu'il a tellement été abordé et tellement bien été analysé. Évidemment, pour Emmanuel Macron, une vie réussie, c'est une vie matériellement réussie. Et d'ailleurs, on se souvient de ses apostrophes à ce jeune. Si tu veux effectivement un beau costard, tu as qu'à travailler. Voilà. Et appelant les jeunes effectivement à gagner de l'argent, à devenir milliardaire.
Donc bien sûr, et tout son parcours, Banque Rothschild, etc., toutes ces relations, oui, c'est un homme d'argent. Donc dire le président des riches, c'est un fait, tout simplement. Président des riches, vous voulez que les jeunes rêvent d'être milliardaires en France, et puis est-ce que c'est pas aussi parce que le réel pouvoir, c'est la finance, c'est pas la politique. D'ailleurs, vous le dites, il n'est pas politique, Emmanuel Macron. Par contre, c'est quelqu'un qui est fasciné par le pouvoir, et là, en l'occurrence, le pouvoir, c'est quand il reçoit à Versailles, avec ce sommet Choose France, ou je ne sais pas comment il a appelé ça en anglais, tous les milliardaires de la planète, pour dire, regardez comme ce pays est merveilleux, et je suis le nouveau roi soleil. Vous savez, il y a deux connexions, pouvoir et morale. Là, il n'y a pas de connexion. Et pouvoir et argent, là, il y a une connexion naturelle. Bon, c'est évident. L'un alimente l'autre et vice-versa, si l'on peut dire. Et il faut quand même se rappeler que Emmanuel Macron, comme Georges Pompidou en son temps, a travaillé à la Banque Rothschild et a quand même gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je lisais l'autre jour des commentaires à propos d'un entretien sur la chaîne Omerta, et quelqu'un qui disait, mais il est où son pognon ? Oui. Il est où, J'en parlais aussi avec Jean-Baptiste Rivoire de Off Investigation. Effectivement, la presse s'est peu intéressée aux millions accumulés chez Rothschild qui ont disparu dans sa déclaration de patrimoine. Et ça, bizarrement, c'est pas un sujet. Alors, c'en est un. Et il n'y a eu aucune réponse de la part de Rothschild et de la part de oui, le fait est, il a de l'argent incontestablement, et il aime l'argent. Voilà, point barre, comme on dit. Il aime surtout le pouvoir, pouvoir immodéré que lui confèrent les institutions de la Ve République. Est-ce qu'on ne marche pas aussi sur la tête avec ces réformes successives de la Ve qui font qu'on a maintenant une élection qui n'est pas à mi-mandat des législatives, qui arrive juste après l'élection présidentielle et qui fausse complètement le jeu et qui donne cette impression de pouvoir absolu, là où on a eu des périodes de cohabitation qui tempéraient justement ce présidentialisme Quand on regarde les choses, je pense que 2 erreurs ont été commises. La première, c'est le quinquennat. C'est-à-dire, on s'aperçoit que jusqu'à présent, les deux qui ont été titulaires d'un quinquennat n'ont pas pu en faire un deuxième. Sauf Emmanuel Macron, encore une fois. Sauf Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on peut parler encore d'un deuxième quinquennat quand compliqué, on voit voilà. Donc c'est un demi-quinquennat, un quinquennat au rabais, si l'on peut dire. Donc on dirait qu'il y a une sorte de malédiction sur le quinquennat. Moi, je pense que sans doute la bonne formule, ce serait pas de revenir au septennat, parce que le septennat, c'est quand même très très long, mais peut-être imaginer un mandat de 6 ans. Un mandat de 6 ans non renouvelable. Voilà. Ça change quoi, un an de plus ? Ça change un an de plus. Un an de plus, c'est beaucoup quand on a effectivement une assez longue durée. 4 ans, ça peut être jugé trop court. C'est le temps américain. 5 ans, c'est bien, mais si effectivement on multiplie par 2, on se retrouve à 10 ans. Je pense que la démocratie, c'est aussi la rotation. Donc c'est le renouvellement, c'est le rafraîchissement. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on fait toujours un mandat de trop. Ou alors, il faudrait, comme aux États-Unis, ne pas pouvoir faire plus de 2 mandats, mais en parlant pas de mandats consécutifs. Peut-être que M. Macron aurait dû laisser la place après son premier mandat et revenir un peu plus tard. D'ailleurs, est-ce qu'il est interdit de retour quand on a fait 2 mandats consécutifs? Est-ce qu'on peut revenir après? Est-ce qu'on peut revenir après? Longtemps après, je ne sais pas. En l'occurrence. Et quand on démissionne, est-ce que finalement, justement, on peut pas se... Je crois qu'il y a un débat chez les constitutionnalistes. Justement, parce qu'on a parlé de la destitution. Le groupe La France Insoumise au Parlement a décidé de lancer une procédure qui n'aboutira pas, mais le débat est lancé. Il y a les pleins pouvoirs, l'article 16, qui reste là au cas d'une crise majeure et qui pourrait donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et puis il y a la démission pure et simple de dire écoutez, ça suffit, j'y arrive pas, vous voulez pas, je m'en vais. Est-ce que cette option de la démission, elle est possible si on se réfère au profil psychologique d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est totalement impossible? Moi, je crois que c'est une hypothèse très irréaliste. Parce que d'abord, un mégalotimiaque ne peut pas reconnaître s'être trompé. Et d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu tous les conflits qui ont émaillé sa présidence, il a toujours été vers des petits mea culpa. Mais vous voyez le mea culpa en début de phrase et qui est contrarié par la deuxième partie de la phrase où finalement il dit mais non. C'est votre faute, c'est jamais de la mienne. C'est autre chose. Donc, comme la dette, voilà. C'est la faute des Français, c'est pas la sienne.
Voilà, c'est la faute des Français, et puis il fallait effectivement, quoi qu'il en coûte, pour sauver les entreprises, etc. Enfin bon, toujours de bonnes raisons. Mais je crois que quand on dit c'est l'amour du pouvoir, non, je crois que c'est autre chose. Hein. C'est l'amour de la puissance supérieure. Voilà. Et je crois qu'il aurait pu l'avoir dans une mise en scène spectaculaire en étant une rockstar ou un grand acteur de cinéma. Justement, les mises en scène, enfin, ça avait déjà alerté tout le monde lors de sa première élection. Cette mise en scène avec la pyramide du Louvre, le moment où il marche seul dans la cour du Louvre, cette relation qu'il a avec les châteaux et les palais. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. C'est un président de la République, c'est pas un roi, faut redescendre. Ben c'était Jupiter descendu sur Terre. Oui, mais comment on a... moi, ça m'avait choqué. Je trouvais ça drôle parce que c'était complètement déplacé, mais ça disait tout en fait du personnage. Mais parce qu'encore une fois, je pense qu'on a une république qui n'est pas associable à la démocratie. On a une 5e république qui donne le pouvoir absolu à un seul homme et une démocratie qui veut le pouvoir pour tous. Partagé avec une fabrication de décisions. Donc la 5e, c'est pas un régime démocratique. Ah, c'est tout sauf un régime démocratique. Alors, ça pourrait le devenir si on avait l'expérience d'autre chose que la bipolarisation. Hein. Mais il faut bien voir qu'on est dans un blocage politique qui pourrait perdurer. Parce que, imaginons, scénario. Il y a demain une élection présidentielle. Marine Le Pen devient présidente de la République. Mais elle n'a pas la majorité absolue. Expliquez-moi quel serait le changement. On se retrouve dans un blocage. On va en parler parce que c'est intéressant de savoir, au-delà de parler d'Emmanuel Macron, des institutions justement qui permettent à ce type de profil d'arriver au pouvoir et de faire des politiques qui emmènent la France dans le mur. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir, posez vos questions à notre invité Michel Fize pour son livre Un président anormal, A-normal, en dehors de toutes les normes. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve en plateau avec Michel Fize pour parler du cas Emmanuel Macron, un cas de mégalothymie, cette volonté de se montrer supérieur à tous, mais supérieur en tout également, que ce soit en ping-pong, en boxe, en course à pied, en rhétorique politique, en philosophie, parce qu'on a parlé de président philosophe à l'encontre d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est un génie en tout, sauf en finance. Oui, alors je pense qu'il a une grande habileté de se tirer d'embarras. J'avais presque dit que quelque part il avait quand même la baraka. Même encore aujourd'hui. Oui, même encore aujourd'hui. Voilà. Même encore aujourd'hui. Bon, quelque part, on a l'impression que les gouttes ne le transpercent pas, tombent sur lui, mais sans vraiment le il est aidé en cela par, je pense, une presse assez douce vis-à-vis de son action. On a vu très peu de critiques, en réalité, de son action politique dans la presse ces dernières années. Oui, parce que je pense que sur Emmanuel Macron, on ne parle que de sujets convenus, qui sont toujours les mêmes. Donc, on aborde toujours le personnage de la même façon. Moi, je pense que ça devrait pas être un tabou que de s'interroger quand même sur l'état mental de ceux qui nous gouvernent. Non, on en parle d'ailleurs tout à l'heure ici. En off. Il y a une trentaine d'années, il y avait eu un article dans une revue, ces malades qui nous gouvernent. Voilà. Bon, on s'est pas gêné pour dire que Staline était fou. On s'est pas gêné de dire que certains grands philosophes ont sombré dans la folie, à commencer par Nietzsche. De mémoire. Voilà, donc je pense que c'est la moindre des choses que d'avoir des dirigeants dont l'équilibre est attesté par des examens. Mais si déjà on avait des examens de santé, ne serait-ce que sur le bilan de santé, on voit que c'est très compliqué d'avoir ça. La transparence en matière de santé pour nos dirigeants, c'est difficile. Je crois que ça reste tabou. D'ailleurs, on a un peu oublié de communiquer les bilans de santé de nos derniers présidents. Absolument. Je crois qu'on nous a mis un peu sous le tapis. Et avec difficulté d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a aussi des faux bilans de santé. Mais Michel Barnier a fait état quand même d'une opération, lui l'a fait. Avec nous, au standard, Stéphane du Lot-et-Garonne. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis, bonjour à votre invité.
Déjà, je découvre la mégalothymie. Oui, moi aussi, en lisant ce livre, j'ai découvert ce terme, mais qui explique tout. C'est compliqué, je suis désolé. Mais, voilà. Mais c'est intéressant parce que votre invité disait tout à l'heure qu'il est le meilleur en tout, et effectivement, vous avez oublié de citer qu'il était aussi le meilleur infectiologue pendant la crise sanitaire. Là aussi, oui. C'est pas pour vous reprendre, mais effectivement, ça vient enrichir le débat. L'objet de mon appel à votre invité, c'était à propos du mandat de 6 ans. Je suis pas forcément d'accord, j'ai exprimé mon opinion, mais avec la notion d'un mandat unique de 6 ans, mais le mandat de 6 ans me paraît une bonne idée s'il est révocable. C'est-à-dire qu'un président pourrait rester longtemps en place, reste à voir les pouvoirs qui lui seraient conférés par la Constitution et les institutions, mais qui seraient révocables. On le voit par exemple avec Vladimir Poutine, qui depuis 1999, où il a été élu, quelle que soit la façon dont on juge cette personne, a relevé un pays, l'URSS, qui était au énième tréfonds. Donc peut-être j'aurais aimé que votre invité puisse éventuellement développer son raisonnement. Merci. Sur ces 6 ans, oui. Je pense que c'est un complément utile que vous faites. C'est vrai que j'avais pas pensé à la révocation, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer que les élus soient sous le coup d'une révocation s'ils ne remplissent pas correctement leur fonction. Alors il y aurait probablement beaucoup d'éliminés en cours de mandat, mais enfin c'est la règle de la démocratie. Alors 6 ans avec une possibilité de révocation, oui, pourquoi pas. Je pense que ce qui est contestable aujourd'hui, c'est le principe de l'irresponsabilité politique. C'est quand même assez étonnant que dans une démocratie, on ait un chef d'État qui soit irresponsable politiquement et qui ne puisse tomber que s'il est soupçonné de malversation tombant sous le coup du code pénal et encore. Il faut attendre la fin de son mandat. Et encore. Mais je pense qu'il faut retravailler une autre constitution. Voilà. Et je crois d'ailleurs que dans l'urgence, par rapport aux échéances à venir, je crois qu'il y a une urgence, c'est d'établir la représentation proportionnelle. Intégrale. Parce que je vois pas comment on va pouvoir sortir de l'esprit bipolaire qui est quand même la marque de fabrique de cette constitution, parce que le régime a bien fonctionné parce qu'on a toujours eu des majorités et une opposition, donc 2 blocs, comme en Angleterre par exemple. Là on n'a plus 2 blocs, on en a 3 et probablement pour longtemps, peut-être même 4 plus. S'il y en avait un 3e enfin un 4e qui arrivait à se... Voilà, alors je crois que le droit de révocation, c'est un droit qui doit être travaillé. Il me semble que les Gilets jaunes en parlaient dans leur revendications avec le rite constituant, le mandat impératif et révocatoire, évidemment. Ça, c'est des choses qui devraient être dans le débat public davantage. On parlait de ce responsable mais pas coupable, qui est devenu un mantra dans la République française. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une école de la mégalothymie où ils sont plusieurs à avoir ce profil-là? Parce que quand on voit la défense de Gabriel Attal et Bruno Le Maire et Elisabeth Borne vis-à-vis de leur responsabilité sur la dette, Bruno Le Maire qui disait « j'ai sauvé l'économie française », quand on voit l'état de l'économie française, on est en plein délire mégalothymique là, non? Alors, je crois qu'il y a 3 réalités, en fait. La réalité psychologique, la réalité politique et la réalité sociale, celle des gens ordinaires, entre guillemets. Et je crois qu'il y a toujours eu un décalage entre le monde politique, qui est quand même une caste, qui est enfermée, qui a ses codes, qui a son langage, qui est un métier, quoi qu'on dise. Et donc, on voit bien que quand on a des profils de société civile, la plupart du temps, ça ne marche pas parce que il n'y a pas les codes, et les codes appropriés. Donc, ce qui est terrible, c'est que si on prend l'exemple de Bruno Le Maire, il est peut-être absolument sincèrement convaincu de ne pas avoir commis de faute, d'avoir agi comme il le fallait, d'avoir sauvé des millions d'emplois, d'avoir sauvé des entreprises, notamment au moment de la crise sanitaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi des institutions indépendantes qui puissent apprécier objectivement le bilan politique. Alors c'est vrai qu'il y a des commissions d'enquête parlementaires. Oui, justement, je fais référence à ça, puisque les sénateurs ont dit quand même c'est de la forfaiture, c'est grave.
grave, ils ont menti, ils ont masqué les comptes, et ils ont manipulé puisqu'il y avait des élections européennes. Et la défense, c'est de dire, c'est de la basse politique, c'est lamentable. Et comme vous le dites, finalement, Bruno Le Maire fait comme Emmanuel Macron, il projette une réalité qui n'est pas le réel. Je pense qu'il manque une institution totalement indépendante, qui ne soit pas politique du tout, qui soit une d'experts, qui puisse apprécier logiquement. Vous voyez, je fais un parallèle avec la commission pénale, la Cour pénale internationale qui poursuit 2 dirigeants israéliens, dont le Premier ministre. On crie au scandale, notamment aux États-Unis. Mais c'est une cour indépendante, avec des magistrats professionnels, donc qui rendent des verdicts qui sont étayés sur des choses. Je pense qu'on peut pas s'écarter, des analyses objectives, et donc scientifiquement avérées. Ce qui manque probablement dans notre pays. Et beaucoup d'autres choses qui manquent. Merci beaucoup Michel Fize pour votre présence ici, pour votre livre Un président anormal aux éditions Perspectives Libres, pour comprendre un peu mieux la situation politique à l'aune du profil psychologique du président de la République. Restez sur Sud Radio dans un instant, c'est Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.